Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui à notre meetup. Je vais commencer par introduire brièvement la communauté Air Ladies Paris. Air Ladies Paris a été fondée en 2016. C'est un réseau local affilié à l'organisation mondiale Air Ladies Global, qui est une organisation mondiale sans but lucratif, qui compte aujourd'hui plus de 229 réseaux locaux dans plus de 65 pays partout dans le monde. Le réseau Air Ladies Paris a été créé dans le but principal de promouvoir le logiciel Air, mais aussi en représentation équilibrée des genres au sein de la communauté Air, en encourageant plutôt une participation diversifiée des utilisateurs. Aujourd'hui, Shaima Bourradmi et moi-même qui gérons la communauté RLDIS Paris. Shaima, malheureusement, n'a pas pu être présente à notre meetup aujourd'hui. Elle est data scientist chez Expand BM BVA. Et moi, je travaille aussi en tant que consultante en logiciel R chez la société Ardata. N'hésitez pas à scanner les QR codes et nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informés voilà, de nos prochaines activités, des prochains événements qu'on organise. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lise Voder qui va nous parler du package Glitter et de ses différentes fonctionnalités avec bien évidemment des exemples concrets. Lise est ingénieure de recherche CNRS et dans un laboratoire de géographie UMR 5600 environnement ville-société. Je suis certaine qu'elle va vous parler encore plus d'elle. Voilà. Alors, la troisième diapositive, non, par rapport à nos prochains meet-up, nous allons organiser une session sur l'utilisation de R Markdown le 5 décembre. Ce sera une session en langue anglaise, ce sera en visioconférence et normalement, ce sera notre dernier meet-up de cette année avant de reprendre l'année prochaine. Avant de commencer, si vous avez un commentaire, une question, n'hésitez pas soit de désactiver votre micro ou bien de laisser votre question dans le chat. Après, avant de partir, veuillez remplir un court formulaire de feedback. Il sera affiché de vous quitter le lien Zoom tout à l'heure à la fin de Meetup. Merci beaucoup pour votre attention. Je passe la parole à Lise. Ouais. Merci Mouna. Je regarde pour partager mon écran. Et hop là. Alors déjà, merci pour l'invitation à communiquer aujourd'hui. Et puis, merci à tous ceux qui sont venus assister à cette présentation. Alors, il y en a certains que j'ai un petit peu harcelés, enfin, je veux dire encouragés à venir. Mais du coup, voilà, je promets sur l'honneur que vous allez trouver ça intéressant. Je m'engage à des choses. Et en fait, je suis d'autant plus ravie de parler de ça aujourd'hui que toutes les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans la construction du package sont là aujourd'hui. Donc en premier lieu, il y a Maëlle Salmon qui a énormément participé au développement du package qui est là, mais j'ai aussi Camille Scheffler qui a travaillé sur ce projet pendant son stage de M2 qui va voir du coup ce que c'est devenu. Et puis Hélène Mathian, peut-être si elle a réussi à venir, qui s'était impliquée sur le montage du projet au tout début quand on essayait de définir les objectifs. Commencer par raconter l'histoire du projet qui justement s'appelle Récit. En fait, comme Mouna vous expliquait, je suis analyste de données dans un labo de géographie. J'ai à la fois un peu un rôle pédagogique dans le sens de mes collègues à prendre en main par eux-mêmes R pour leurs analyses et la valorisation de leurs données et de leurs résultats de recherche, pardon. Et puis, du coup, j'ai aussi un travail d'appui à la recherche où je réalise enfin, moi-même un certain nombre d'analyses ou de recueils de données suite aux demandes de mes collègues, en fait. Donc c'est un peu dans ce cadre-là, en fait, que j'en suis venue à m'intéresser aux données du web. Pour être tout à fait précise, en fait, un jour, on est venu me demander comment diable récupérer des données qui étaient visualisables en fait sur Wikipédia. Et en fait, les collègues venaient me voir plutôt dans l'idée que j'allais faire du web scraping en fait pour récupérer ces infos.
Donc moi, j'avais pas trop d'idées préconçues à l'époque, de la méthode, adéquate, en fait, pour récupérer ces infos et donc de fil en aiguille, je suis venue à découvrir, DBpedia, Wikidata, les Sparkle Endpoint et tout l'univers, qui va avec. Donc en fait, je suis un peu, tombée dans le terrier du lapin blanc, à ce moment-là et comme ça me semblait, très, très intéressant et très, très prometteur, en fait, on a déposé, avec, des collègues, un petit projet, en fait, dit émergent à l'ENS de Lyon, qui portait, en fait, sur, les données du web et surtout le web des données, donc avec les linked open data dont je vous parlerai un peu plus, dans les diapos qui viennent. Et donc, ce projet a été accepté, donc il s'agissait du projet RECI, donc R pour l'exploration et la collecte intégrée de triplés de données. Et donc, l'obtention de ce projet, nous a permis d'obtenir, 20 000 € à dépenser sur 4 ans. Et donc, ça nous a permis de faire un peu des choses, de débloquer, du temps, et des ressources en fait, pour, vraiment explorer ce sujet-là et puis, produire un package. Le projet, il a débuté, donc en 2021 avec le stage de M2 de Camille. Donc Camille Scheffler qui travaille plus, là-dessus, maintenant, mais qui à l'époque, s'est plongée dans l'univers, des données du web et du web des données, et qui a surtout utilisé les Wikidata. Et donc le but, du stage, bon c'était très exploratoire à cette époque-là. On a essayé d'en fait de se mettre en contact avec des collègues qui avaient, des thèmes, de recherche un peu particuliers et pour lesquels on se disait que, les données issues de Wikidata pouvaient être, un apport, intéressant. Et du coup, on a dégagé 2 cas d'études, dans ce cadre-là, qui étaient d'une part les jumelages de villes en Europe et dans le monde. Donc ça, c'est un cas d'usage qu'on a développé, avec, Ninon Brio, qui à l'époque était, doctorante. Hem Et puis un deuxième sujet qu'on a abordé, c'était, l'étude des lobbies aux États-Unis. Donc ça, c'était avec Florence Nussbaum et en fait, on a récupéré un certain nombre de données sur, des entreprises, des associations et cetera, situées aux États-Unis, pour essayer de montrer en fait, la richesse, de ces données, pour des thématiques de recherche. Ce stage, ça a aussi permis, outre le fait d'explorer un peu ce domaine qui est très vaste à la fois en théorie et en pratique. Ça a permis d'affiner un peu quels seraient nos objectifs pour réussir à travailler avec, ces données-là, d'une manière qui soit, viable pour nous, c'est-à-dire, pour nous utilisatrices de R. Hem Et donc ici, je vous présente, du coup, une présentation que Camille avait faite, sur, qu'est-ce que c'est les données du web versus le web des données. Et en fait, dans cette représentation, l'idée, c'est de dire, bon, il y a le web qu'on connaît en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire ce que nous, on peut, observer. Donc c'est la partie émergée de l'iceberg et donc, en tant qu'utilisateur du web documentaire, on est amené à, chercher des informations sur Wikipédia, sur, OSM, sur, les catalogues de la BNF, que sais-je. Et donc il y a une partie du web qui consiste en des pages web avec des infos directement consultables par les êtres humains. Mais en fait, de manière, sous-jacente à tout ça, il y a un certain nombre de bases de données et dans un monde idéal, en fait, il faudrait que ces données soient organisées en web de données. C'est-à-dire que, différents entrepôts de données sur différents thèmes soient, librement accessibles et liés entre eux de manière à former une espèce de graphe de connaissances, générales, hem, en fait qui comporte l'ensemble, des connaissances humaines telles qu'elles peuvent, s'afficher sur le web. Alors, comme vous le constatez, c'est une idée un peu, idéaliste en fait de ce que devrait être le web des données. En vrai, on sait que, toutes les données du web ne sont pas librement accessibles, et reliées entre elles. Mais, en fait, on peut s'appuyer en fait sur cette vision un peu théorique, du web, pour, proposer quelque chose en fait, qui soit plus,
ce qui fait la nuance entre donc le web sémantique. Donc le web sémantique, c'est vraiment cette vision un peu théorique et idéale du web, dans lequel toutes les données, sous-jacentes au web documentaire devraient être, organisées pour être traitables par des machines et qu'elles devraient être organisées pour être, facilement accessibles, qu'elles soient les fonds d'une base de données à une autre et utilisables. Donc ça, c'est la vision, théorique et idéale des choses, et le ça donc LOD, si j'utilise l'abréviation, c'est une réalisation concrète de cette vision, qui consiste en des bases de données, réelles qui sont effectivement interconnectées et accessibles sur le web. Donc on peut appeler ça aussi le web des données. Alors le web des données, en fait, techniquement, il y a plusieurs, couches en fait à ce monde. En fait, l'idée du web des données, c'est que l'ensemble des connaissances peuvent être, organisées, d'une certaine manière. Déjà, un item sur lequel porte une connaissance peut être identifié par une URI, donc Universal Resource Identifier. Ça ressemble à une URL en fait, une URI. Hem Et du coup, en fait, chacun des objets renseignés dans les bases de données, donc ça peut être des objets du monde concret, ça peut être des concepts, ça peut être des courants philosophiques, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc tout objet du monde, réel ou abstrait pour lequel on a des connaissances. Et donc tous ces objets peuvent être, décrits, selon un modèle, en graphe. C'est-à-dire que on va partir, d'un objet et puis on va le décrire, par certains attributs. Par exemple, si je parle du film Marius et Jeannette, donc Marius et Jeannette, il a une URI par exemple sur Wikidata. Et ben, Marius et Jeannette, est un film, donc vous avez un premier triplet. Marius et Jeannette a pour localisation narrative Marseille, un deuxième triplet. Donc tout ça, vous allez trouver un certain nombre d'infos sur, Wikidata ou DBpedia sur le film et en fait, pour faire la correspondance entre différentes bases de données, et ben, vous allez avoir des, des propriétés qui vous disent, en fait, bah, par exemple, Marseille tel que défini dans Wikidata, c'est le même que Marseille tel que défini par, GeoNames, par exemple et donc dans GeoNames, on va pouvoir avoir, le nom de Marseille dans toutes les langues, on va pouvoir avoir des coordonnées géographiques et cetera. Donc, en fait, on a des silos de données qui sont, quelque part stand-alone, sauf que en fait, on a, des identifiants qui permettent de faire des liens, en fait, entre ces différentes bases de données. Donc le modèle de données, c'est RDF enfin, c'est juste une espèce de format qui permet de décrire, hem, des connaissances sous forme de triplet, donc sujet, prédicat, objet ou sujet, verbe, objet. On a des ontologies qui permettent de raisonner entre les données. Par exemple, si je dis, Marseille est situé à tel endroit et ben, le est situé à, présuppose quelque part que Marseille soit un objet du monde, physique. Donc on va avoir, des ontologies qui permettent de définir un peu un certain nombre de règles en fait, heu, déjà pour, comprendre ce que veulent dire les verbes ou prédicats et puis pour savoir comment, en fait, inférer des connaissances, à partir de descriptions élémentaires. Hem, donc ça c'est enfin, on va dire c'est important, si vous êtes producteur de données. Nous on n'est pas, producteurs de données, pour le moment, pas de données comme ça en tout cas et donc nous on s'intéresse surtout, aux linked open data d'un point de vue de l'utilisateur des données. Donc là, ce que je vais vous raconter, commence à devenir, plus intéressant en fait pour nous de notre point de vue. Puisqu'en fait toutes ces données, en fait on peut y accéder depuis ce qu'on appelle des endpoints et pour accéder à ces données depuis les endpoints, en fait on a besoin d'utiliser un langage de requête un peu particulier pardon, qui s'appelle Sparkle. Vous avez un petit aperçu en bas à droite de à quoi ressemble Sparkle. Donc, Sparkle, en l'occurrence, ça ressemble un peu à SQL et on peut considérer que c'est une sorte de SQL, adapté à des données en graphe.
Là, je vous montre le nuage des linked open data, juste pour vous donner une idée comme ça du nombre de Sparkle endpoints accessibles potentiellement. En fait, pour vous donner une idée, Wikidata et DBpedia et HAL dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un des petits ronds que vous voyez ici. Donc là, vous voyez qu'en fait, dans le nuage, ils ont essayé de donner une thématique aux différents triple stores, donc aux différentes bases de données. Et donc, il y a un certain nombre de triple stores qui sont dits cross-domain. Donc, Wikidata et DBpedia seront dans ce cas-là. Il y a aussi des triple stores qui sont beaucoup plus spécialisés dans tel ou tel domaine, dans la biologie, dans la linguistique, etc., etc. Alors, je reprends ma petite histoire de récit là. Donc je vous disais en lien, et en parallèle en fait au cas d'étude, abordé par Camille, on a commencé à réfléchir en fait, à qu'est-ce qu'il nous faudrait concrètement en termes de fonctionnalité R pour, pouvoir, travailler plus facilement, pour pouvoir recueillir plus facilement ces données, hem, issues de Sparkle Endpoint. Et donc moi j'ai commencé à réfléchir à Glitter vers, fin 2021. Et donc ma conclusion de mes réflexions et du travail qu'on avait fait avec Camille, c'était que, ce serait bien qu'on ait un package, qui permette de promouvoir, l'usage des données des linked open data par les chercheurs et les étudiants qui utilisent R. Et donc l'idée, c'était de faciliter l'écriture des requêtes Sparkle, parce que Sparkle, c'est un langage qui est quand même, très spécifique et qui ne sert que à interroger ces bases de données. Donc c'est pas non plus, un langage hyper, répandu parmi tous les usagers de R. L'autre idée, c'était de faciliter l'envoi des requêtes au Sparkle Endpoint. Et puis, bah, c'était de faire tout ça pour que, bah, évidemment, qu'on puisse, du coup, en aval, utiliser les données, d'autant plus facilement pour faire des analyses et des valorisations, ultérieures. Et donc, en gros, Glitter, ce serait un domain specific language, c'est-à-dire qui correspond à une syntaxe et à des fonctions plus proches de ce que de notre domaine à nous, c'est-à-dire, nous, utilisatrices de R et de Tidyverse, ou utilisateurs, parce que je sais qu'il y a des hommes aussi dans dans le meet-up. Donc ça, c'était l'ambition, les grandes ambitions, sauf que moi, toute seule, j'avais pas forcément les moyens ni en termes de temps, ni en termes de compétences de programmation pour, faire, tout ça. Et donc c'est là que Maëlle arrive. Donc Maëlle a fait deux prestations, sur le package, enfin ça a vraiment, enfin ça a vraiment formé le package tel que je vais vous le montrer maintenant. Et elle a vraiment débloqué, des fonctionnalités que j'aurais pas pu faire par moi-même. Mais du coup, je lui ai fait, pas ma liste au Père Noël, mais ma liste à la mère Maëlle, du coup. Et voilà, et je suis très contente du résultat. Donc là, maintenant, Glitter, alors je ne sais pas si on peut dire, que le projet est enfin que le package est vraiment fini, parce que je ne sais pas si un package est vraiment fini un jour. Mais en tout cas, il est mûr et il est prêt à être utilisé. Et donc je vais vous montrer, comment on fait ça. Juste, avant d'attaquer, je reprends un tout petit peu de hauteur, pour parler de, pourquoi en fait c'est particulièrement compliqué d'utiliser les linked open data. En fait, c'est compliqué parce que, bah, je vous disais, c'est la partie, immergée de l'iceberg. Ce qu'on voit, c'est le web documentaire, et donc on n'a pas forcément conscience, de toutes les données sous-jacentes à ça, auxquelles on peut avoir accès. Une autre difficulté inhérente à ces données, c'est que en fait, les données, elles sont structurées en graphes, ce qui est à la fois théoriquement, une force, parce qu'il y a une certaine logique à ça. Mais en même temps, nous, on est la plupart du temps, habitués à travailler avec des données sous format tabulaire. Donc, en fait, quand on commence à travailler avec ces données en graphe, on a une première étape, qui consiste à faire un peu un travail de transformation, un processus mental qui consiste à voir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire la requête qu'on fait sur un graphe en termes de données tabulaires.
Une autre difficulté liée à ces données, c'est qu'en fait, c'est, des données, pour lesquelles, en fait, les métadonnées, sont pas directement accessibles. En fait, les métadonnées sont des données à part entière. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard parce que, heu, c'est pas facile à expliquer d'emblée comme ça, mais, par exemple, quand on fait une requête sur, un graphe de connaissances, ben, c'est assez compliqué, en fait, de savoir a priori, quelle est la dimension, en fait, de la requête qu'on envoie. Et puis, donc, la dernière difficulté que j'ai déjà abordée, c'est que en fait, pour collecter ces données et ben, il faut, formuler des requêtes en Sparkle et donc, a priori, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école et donc, on peut certes se former sur le tas, mais, ça reste quand même un investissement en temps, important. Hem Alors, je vais commencer à vous montrer des captures d'écran avec du code, Glitter. Mais avant ça, quand même, pour rendre à César ce qui revient à César, c'était possible avant Glitter d'envoyer des requêtes, par exemple, sur le Sparkle Endpoint Wikidata. Et donc, pour faire ça, en fait, on écrivait notre requête, Sparkle comme une longue chaîne de caractères. Voilà. Et on pouvait l'envoyer avec un package qui s'appelle toujours Wikidata Query Service R. Et donc on pouvait, très bien, en fait, utiliser des données issues du Sparkle Endpoint Wikidata dans un document, type, rapport, R Markdown ou autre. Donc, le la chaîne de traitement reproductible était déjà possible avant. Mais du coup, cette requête-là, faite avant Glitter, on l'a simplifiée, on l'a rendue, plus facilement compréhensible et formulable par des utilisateurs de R, de cette manière-là. Donc l'idée, en fait, c'est de dire: on va, initialiser une requête Sparkle, donc le SPQ, c'est le petit préfixe lié à Glitter. On initialise la requête et puis on va, chercher à récupérer des données qui correspondent à ce motif de triplet. Donc je vous rappelle que tout à l'heure, je vous disais, en fait, les données en graphe, ça va être organisé en forme de sujet, verbe, objet. Et donc là, ce que je lui dis en lui ajoutant ce motif de triplet, c'est: je cherche des éléments qui correspondent, enfin qu'on va appeler film, qui sont une instance de film. Donc ça, c'est, WDTP31 et WDQ11424, ce sont de doux noms pour, est une instance de, la propriété est une instance de et ici un film. Donc ça, c'est les vocabulaires Wikidata. Hem, Juste du coup, je me rends compte que j'aurais dû vous montrer quelque chose. Je reviens en arrière. Et du coup, je vous montre, la fiche Wikidata de Marius et Jeannette. En fait, si vous regardez la fiche Wikidata de Marius et Jeannette, donc vous avez l'identifiant ici et puis vous avez un certain nombre de données et donc, par exemple, on voit que Marius et Jeannette est une instance de film. Si je m'attarde un petit peu ici, il va me dire que instance of, donc en langage compréhensible par les êtres humains, ça correspond à la propriété Wikidata P31. Donc c'est de là que vient, le petit bout de requête que je vous ai montré. Et puis, donc par rapport à un exemple comme ça, je vais pouvoir, construire une requête pour aller récupérer tel ou tel élément d'information. OK, faudrait que je revienne. Oups. Donc je retourne à mes moutons. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer d'où ça venait ce point d'interrogation film WDTP31 WDQ11424. Ensuite, je lui demande de m'étiqueter les films qu'il me renvoie. Parce que si je lui demande pas ça, il va juste me renvoyer des identifiants assez, incompréhensibles, donc les fameux identifiants Wikidata avec, Q quelque chose. Et puis, bah, là, juste pour vous montrer l'exemple, du coup, j'ai limité la requête en lui disant de me renvoyer juste 10 films et enfin, je lui demande de m'exécuter cette requête. Donc quand je lui fais tout ça, voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai 10 individus avec les identifiants de films, l'étiquette du film. Et donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà en l'état, je trouve ça, un peu plus simple de rédiger, cette requête-là avec Glitter
En tout cas, pour moi, en tant qu'utilisatrice de R et de tailles diverses. Je trouve ça plus simple comme ça que, dans la version, purement Sparkle, Wikidata. Alors évidemment, bah, c'est déjà bien de commencer comme ça, mais on va vouloir, un petit peu enrichir notre requête. Et donc là, je vous montre comment faire. Donc, le premier élément que je voulais rechercher, c'était des films qui correspondent à, la classe film dans Wikidata. Et puis en fait, je vais m'intéresser à la localisation narrative de ces films. Donc je peux rajouter un deuxième motif de triplet dans mon graphe que j'interroge là. Cette localisation, je vais vouloir, l'associer à des coordonnées géographiques, donc ça, ce sera, de type, latitude, longitude. Je voudrais éventuellement enfin non, pas éventuellement, je voudrais, obtenir en fait une image associée au film, donc en général, ce sera le poster en fait associé au film. Je voudrais aussi savoir si l'info est dispo, de quel sujet ça parle ce film. Alors ça, c'est une info qui est pas, souvent renseignée dans les Wikidata. Du coup, je lui dis que, hem, de me renvoyer quand même l'info, même si elle est manquante. Donc, dans Wikidata, par défaut, si, une info est manquante, du coup, la ligne entière correspondant au résultat disparaît. Si vous voulez pas que la ligne entière correspondant au résultat disparaisse s'il y a un élément manquant, il faut préciser que cet élément n'est pas requis. Du coup, dans mon petit graphe là, ça s'affiche un petit peu plus petit. Ensuite, je voudrais savoir si les films sont récents ou vieux, donc j'ajoute, l'info qui correspond à la date de sortie, en fait, du film. Et puis enfin, je vais lui demander de m'étiqueter un certain nombre de choses. Donc si j'étiquette pas, en fait, tout ce qu'il va me renvoyer, ça va être sous forme d'identifiant Wikidata, donc les fameux, WD, 2 points, Q blablabla. Donc pas forcément un truc, très facile à lire, pour nous autres pauvres êtres humains. Donc j'ajoute des étiquettes pour que déjà à l'affichage de la table, je sache un peu mieux de quoi il s'agit. Du coup, je vais étiqueter le film pour avoir le titre du film et pas juste un identifiant, bizarre. Je vais étiqueter la localisation narrative, je vais étiqueter le sujet. Juste au passage dans mon petit, graphe là, en fait, tout ce qui est en rose, c'est tout ce qui est inconnu et ce qui est en bleu, c'est juste ce que j'ai fixé moi. Donc le seul truc que j'ai fixé, c'était que ce que je veux récupérer, c'est un film. Et après, tout ça, en fait, ça fait partie des variables des résultats qu'il doit me renvoyer. Donc ça, c'est l'input et ça, c'est l'output, en gros. Alors, non contente de faire tout ça, je complexifie encore ma requête en lui disant: «Bon, bah, finalement, la date de sortie, précise, ça m'intéresse pas tant que ça. Si j'ai juste, l'année correspondante à la date de sortie, ça me suffit. Donc pour faire ça, je lui dis: «Ben, en fait, je vais faire un mutate». Je vais dire: «Hier», c'est hier de date, donc date étant une des sorties de ma requête. Et puis, en fait, pour chacun des films, ça m'intéresse pas d'avoir plusieurs années, si les sorties se sont étalées sur plusieurs années et ça m'intéresse pas d'avoir une ligne par, sujet abordé. Je voudrais avoir une seule ligne qui contient l'ensemble des sujets abordés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais grouper par film et par tous les autres éléments qui peuvent être définis de manière unique par film. Et puis, je vais lui faire un summarize où je lui dis: «Bah, l'année que tu m'affiches, ce sera la plus petite des années de sortie», donc la première année, en gros. Et puis, subject label, ce sera, la concaténation, en fait, de tous les subject labels qui te sont renvoyés. Hem, donc maintenant que je suis à peu près contente de ma requête, je vais lui envoyer avec SPQ perform et donc cette requête, elle me renvoie 827 lignes. Donc ce sont des films avec une localisation narrative, des coordonnées, une image qui correspond en général à l'affiche, un sujet et donc je vous montre, les quelques premières lignes. Donc par exemple, on a un film qui s'appelle, The Battle of Algiers, je ne sais pas comment ça se prononce, qui se déroule en Algérie. Donc il y a un point, de coordonnées, il y a une image de poster associé et donc c'est un film qui parle de révolution et de guerre d'Algérie qui est sorti en 66. Donc là, un peu par hasard, tout ce qui est sorti dans les premières lignes, ça se passe en Algérie manifestement. Hem, voilà et donc
Donc l'idée évidemment, vu que j'ai sorti des coordonnées, c'était de vous faire une petite carte pour que ça fasse un petit exemple, rigolo. Donc je mets complètement sous le tapis, de quelle manière je suis passée du tableau à la carte parce que c'est hors scope pour cette présentation. Heu, mais du coup, voilà, je peux, à partir de toutes ces données-là, faire une petite carte avec des localisations narratives de films. Je peux afficher, l'image associée, la date. Ouais, les codes couleurs, c'est par date, je crois. J'essaye de retrouver un où il précise, les thèmes, il y en a pas beaucoup. Et donc là, vous voyez, en l'occurrence, les posters, c'est souvent des posters un peu anciens, vintage, parce que je pense qu'il y a des problèmes de copyright, en fait, sur ces données. Et en fait, là, j'ai gardé juste les films qui avaient une image associée, ce qui réduit assez, considérablement le nombre de films, qui s'affichent dans la carte. Bon, voilà, je vous pourrez faire, joujou avec cette carte plus tard éventuellement. De toute façon, je mettrai la présentation en ligne. Bref, donc là, c'est vraiment un exemple, un peu, fun, j'espère, qui vous montre, en fait, comment on va construire, de manière itérative une, une requête qui est quand même, assez, riche, et comment on le fait, en fait, finalement, d'une manière qui est, relativement simple quand on sait, se servir de R et puis qu'on est habitué aux petites fonctions, notamment de dplyr. Hem Et de fait, donc, vous voyez que ce package, il suit, quelques principes, au sens notamment l'usage du pipe pour, enrichir, itérativement, en fait, les requêtes. On a l'idée d'utiliser les fonctions à préfixe. Donc nous, notre préfixe, c'est SPQ. Du coup, ça vous permet de reconnaître, les fonctions du package, facilement, et puis de les retrouver facilement. Donc c'est vraiment orienté vers la facilité d'utilisation, notamment avec une évaluation tidy qui permet de pas se traîner des guillemets à tire-larigot un peu partout. Et puis on a accordé une attention particulière à la documentation, notamment en produisant un certain nombre de vignettes qui permettent, aux gens de prendre en main ce package. Juste, je reviens un petit peu sur la requête. Vous avez vu, donc SPQ mutate, SPQ group by, SPQ summarize. Là, vous voyez, enfin, on se traîne pas des guillemets, et puis, c'est vraiment l'évaluation des variables, comme on aurait dans dplyr. Et du coup, ça a l'air tout con comme ça, mais, c'était un très gros travail, et donc merci, bah, ça moi-même. Voilà. Bon, et du coup, une vision de l'ensemble du package, c'est de dire, bah, on a des fonctions de base, pour construire la requête, qui sont SPQ init, SPQ add pour rajouter des motifs de forme pour l'envoyer, et puis un certain nombre de fonctions inspirées de dplyr, comme, SPQ filter, SPQ select, arrange, mutate, group by, summarize, et cetera. Donc qui sont, where the magic is, comme dirait Maël. Et donc, notamment, heu, donc une des fonctions magiques, c'est SPQ summarize, et c'est particulièrement utile parce que, en fait, peut-être que la question vous vient ou pas, mais, d'une certaine manière, on pourrait se dire, en fait, on va construire la requête, et faire une fois que le graphe, en fait, sur lequel on base la requête est construit, on pourrait très bien envoyer cette requête, et une fois qu'on obtient les données tabulaires, faire des mutate, des group by, et cetera, et cetera, hem, pour, modifier les données une fois qu'elles sont en format tabulaire. Sauf que là, notre idée, c'est pas ça, c'est de faire des modifications avant d'envoyer la requête, parce que ces modifications, elles vont permettre d'alléger de manière assez drastique la requête qu'on envoie au Sparkle Endpoint. Donc un exemple, ici, c'est, bah, si, finalement je faisais une requête où je lui demande de me renvoyer absolument tous les films qui sont référencés sur Wikidata, ben, en fait, j'en aurai 300 000. Donc si j'envoie ma requête où je lui demande de me renvoyer 300 000 lignes, et ben, il va un petit peu galérer parce que ça fait un peu lourd. Mais le problème, donc je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas de métadonnées pour évaluer, en fait, la dimension de cette requête-là a priori.
Et donc, par exemple, le petit SPQ Summarize implémenté par, Maël va nous permettre de faire ça très facilement et de se faire une idée, en fait, de la dimension de la requête qu'on essaye, enfin qu'on est tenté d'envoyer. Donc là, si je fais ça, OK, 300 000, ça commence à faire pas mal. Peut-être que ce serait une bonne idée d'affiner un peu ma requête avant d'envoyer un truc comme ça, au Sparkle Endpoint de Wikidata. Alors, en fait, en effet, selon le Spark, il va y avoir éventuellement un paramètre de timeout, c'est-à-dire que si vous envoyez une requête trop grosse au Sparkle Endpoint, en fait, la requête va pas aboutir. Si vous envoyez une requête directement par le Wikidata Query Service, c'est-à-dire en utilisant Sparkle, vous avez un timeout, par exemple, de 60 secondes. Si vous utilisez un client à tout hasard, Glitter, ben, en fait, on peut augmenter un peu ce paramètre de timeout, pardon. Mais bon, à un moment donné, on va, quand même être obligé de se poser la question de la dimension, en fait, de la requête. Bon, là, en l'occurrence, si j'essaie de récupérer tous les films sur Wikidata, il y a pas trop de soucis dans la mesure où, j'arrive quand même à le faire par Glitter. Ça me prend quelques minutes, mais j'y arrive. Par contre, Wikidata Query Service aurait pas fonctionné. Si je veux récupérer des dates et ben, en fait, comme il y a plusieurs dates pour un film et ben, ça me fait encore plus de lignes et là, du coup, ça bloque par Glitter aussi. Et puis si je veux récupérer l'image, comme il y a peu de films pour lesquels l'image est renseignée, bah, du coup, tout s'arrange parce que j'ai pas beaucoup de lignes en sortie. Donc là, je peux lancer ma requête, que ce soit sur, Wikidata Query Service ou Glitter, il y a pas de souci, ça va aboutir. Si je voulais récupérer le genre de film, donc, est-ce que c'est une comédie, un drame, un film d'aventure et cetera et les acteurs et les actrices, bah, en fait, ce serait encore pire parce que, bah, il y a beaucoup de genres et beaucoup d'acteurs définis, pour, pour chaque film et du coup, je flirterai avec, 2 millions de lignes à récupérer. Donc pour ce genre de cas, en fait, on est obligé, de découper, notre requête en plusieurs petites sous-requêtes. Donc là, je vous montre juste un exemple où on fait ça en considérant, identifiant de film par identifiant de film, hem, une requête. Je vais un peu vite parce que je vois qu'en fait le temps file. Mais, du coup, l'idée, c'est de dire en fait, il y a moyen de faire des requêtes hyper hyper, compliquées, sur Sparkle, mais nous, du coup, on reporte cette complexité-là sur des principes de programmation R. Donc l'idée, c'est de faire des requêtes Sparkle assez simples, individuelles et de les faire, itérativement pour plein d'objets différents. Alors, je vous ai beaucoup parlé de Wikidata parce que c'était la source de données, initiale sur lequel on a beaucoup travaillé. Sauf qu'en fait, il y a plein d'autres Sparkle Endpoints, sur lesquels Glitter permet de travailler. Donc il y a DBpedia. DBpedia, ça va être un peu, comme Wikidata, une source qui est très généraliste. Et donc là, je vous montre simplement que si vous travaillez sur DBpedia plutôt que Wikidata, bah, va falloir le préciser en fait dans, l'appel à SPQ init. Et du coup, il va falloir adapter en fait le vocabulaire, propre à chaque, Sparkle endpoint et du coup, ça demande un petit peu de travail pour, lire la documentation en fait associée éventuellement au Sparkle endpoint en question. Hem, un autre exemple en fait, c'est, un exemple qu'on a développé sur, HAL. Alors, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la recherche, HAL, c'est, l'archive sur laquelle tous les gens qui travaillent dans le domaine de la recherche doivent, déposer en fait, les références de leur production, biblio. Donc là, je vous montre que, il existe un Sparkle Endpoint HAL et que du coup, bah, on peut construire une requête grâce à Glitter dessus. Donc là, en l'occurrence, j'ai cherché tous les documents créés par une créatrice qui correspond à une personne qui s'appelle Lise Vaudor. Donc là, vous voyez, c'est le seul élément que j'ai fixé et tout le reste, en fait, c'est les éléments que je veux récupérer. Et donc, moyennant une petite requête comme ça, bah, j'arrive à récupérer très facilement l'ensemble de ma biblio avec la date, le type de production dont il s'agit, l'affiliation sous laquelle j'étais au moment où j'ai publié ça, et cetera, et cetera. Hem, j'entends des choses, qui me perturbent un peu.
Je sais pas, il y a quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Hem Alors juste, du coup, comme on parle de travailler sur des Sparkle Endpoint un peu différents, en fait, un des aspects par lequel Glitter va permettre de faciliter le travail, c'est qu'il référence un certain nombre de préfixes ou de vocabulaire, en fait, associés aux différents endpoints. Donc, notamment, on a référencé un certain nombre d'ontologies ou de vocabulaire assez usuels. Donc, vous retrouvez, du coup, les préfixes de Wikidata, WD, WDT et cetera. Mais vous avez aussi, des choses que vous pouvez utiliser, bah, dans DBpedia, dans HAL et cetera. Donc on essaye de vous faciliter la tâche en définissant, une liste de préfixes, prédéfinis et aussi en définissant un certain nombre de endpoints, sur lesquels on va pré-paramétrer un certain nombre de choses. Donc le endpoint qu'on a beaucoup exploré, bah, c'était Wikidata. On vous a aussi, défini dans les choses par défaut DBpedia, DataBNF, Isidore et HAL. Et donc tout ça évidemment, vous pouvez nous faire des demandes si vous avez des endpoints qui vous paraissent, incontournables pour qu'on change un peu tout ça. Alors, là du coup, en fait, on va un peu faire appel à votre imagination, pour utiliser Glitter maintenant. Juste moi je vous parle de quelques exemples concrets dans lesquels j'ai pu utiliser Glitter pour, récupérer un certain nombre de données. Hem, En fait, maintenant, du coup, quand j'ai envie de récupérer une donnée qui est un petit peu généraliste, bah, souvent, je vais aller récupérer ça sur Wikidata. Par exemple, j'ai eu, l'occasion de travailler sur des données botaniques et en fait, j'avais juste le nom en latin. J'avais envie d'associer une photo et un nom vernaculaire, c'est-à-dire un nom d'espèce, un peu, familier, on va dire, associé à chaque plante. Et donc pour ça, j'ai pu passer par Wikidata. J'ai fait du web scraping sur des communiqués de presse du ministère de l'écologie et en fait, j'avais des dates associées à chacun des communiqués de presse. Je voulais les associer du coup au nom du ministre en mandat à ce moment-là. Du coup, je suis passée par Wikidata pour, récupérer les ministres avec les dates de début et de fin de son mandat et du coup, j'ai pu croiser ça à mes données issues de web scraping. Je voulais faire le lien entre des grandes villes et des plaines alluviales, donc j'ai pu récupérer les populations des grandes villes, leurs coordonnées et leur associer, les rivières qui les traversent ou les fleuves. Et puis, à un moment, j'ai eu besoin de faire une carte du monde, basée sur un shapefile dans lequel il y avait des codes pays, donc j'avais les polygones correspondant au pays. Mais, en fait, je voulais aussi récupérer le nom du pays et puis les coordonnées des capitales et donc pour faire ça, je suis passée par Wikidata. Donc là, c'est juste des petits exemples pour vous montrer que, ben, en fait, tout ce qui est de l'ordre de la connaissance un peu générale, ben, c'est très facile, en fait, de la récupérer sur Wikidata et puis, bah, c'est une bonne source de données, notamment pour compléter, par exemple, d'autres, données, que vous auriez récupérées par ailleurs et puis, c'est pas mal aussi pour construire des jeux de données pédagogiques, vu, la très grande, richesse thématique, qu'il y a derrière ces données. Alors du coup, je vous ai dit que le chantier était plus ou moins fini, donc là maintenant on remballe, mais les retours utilisateurs sont toujours bienvenus, puis on sera vraiment ravis de voir, si le package prend son essor et que vous développez, des cas d'études, en vous en servant. Le package, il est évidemment installable et aussi modifiable éventuellement, sur le repo GitHub dont j'ai mis l'adresse. Il y a un site web, associé à ce repo qui vous montre, les vignettes notamment, si vous voulez commencer à travailler avec, pour avoir, un peu des exemples, assez simples pour prendre en main ce package. Et donc, j'ai fini, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Lise, pour cette présentation inspirante et captivante. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, on a encore le temps. Vous pouvez vous poser vos questions dans le chat ou bien tout simplement désactiver le microphone, c'est possible. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. C'est de nous dire si vous avez eu l'occasion d'utiliser Glitter avant ou c'était juste une découverte pour vous aujourd'hui.
Je J'avais les ai plus. assommés. Ah, non, pas du tout. C'était très bien. Ah. Moi, j'avais juste une question, enfin, c'est plus une remarque sur la production de la donnée, parce qu'en fait, on parle beaucoup enfin, de où la chercher, comment la récupérer, mais c'est, enfin, dans l'écosystème dans lequel c'est créé, de rappeler que c'est des données qui sont collaboratives et du coup, enfin, ça dit aussi des choses sur, enfin, si on parle de qualité de la donnée, après, c'est intéressant aussi de voir, de poser cette question-là et de revenir un peu à la source de ces données-là. Pas pour les critiquer, mais juste pour avoir en tête que c'est issu de ces procédés collaboratifs Mmh, de production de la donnée. C'est bien, je pense, à rappeler juste pour avoir tout un- à fait. un cadre. Après ça, c'est le cas de Wikidata, ce sera pas forcément le cas Oui, d'autres triple stores. c'est ça. Mais oui, c'est vrai que j'ai beaucoup centré sur Wikidata et pour le coup, oui, c'est participatif et peut-être même qu'à un moment, on pourra nous-mêmes enrichir les Wikidata pour reverser des connaissances. Voilà, éventuellement, ce serait pas mal. Mais Est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Désolé, j'ai pas levé la main. Est-ce que c'est possible de faire une requête qui justement spécifie quand une donnée a été importée un peu en masse ou quand elle a été importée par un utilisateur spécifique? Je sais que dans Wikidata, des fois, il y a des des fois, il y a bases de l'assaut. données qui Ouais. sont versées en groupe et d'autres Mm, qui sont versées de façon individuelle. ouais. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Alors, enfin, c'est pas toujours, de ce que j'ai vu, hein, c'est pas toujours une donnée disponible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une traçabilité stricte de la donnée. Dans certains cas, on peut se douter du fait que ça a été un import un peu semi-automatisé parce que notamment, va y avoir des liens vers d'autres triple stores. Euh, voilà, on peut trouver on peut triple store où là, on peut supputer qu'il y a un certain lien en fait avec ce triple store en question. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je- de moyen de savoir systématiquement par qui la donnée a été versée et à quel moment, quoi. D'accord. Je pense que Marlise a une question. N'hésite pas à désactiver le micro. Oui, pardon. Merci pour la présentation. Moi, je regardais du coup en parallèle là que tu parlais Wikidata. Mhm. Donc en fait, si je comprends bien, on peut accéder à toutes les informations de Wikidata en se baladant sur le site web. Ouais. Et est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir accès à tous les champs en fait qui existent pour un objet donné. Enfin, est-ce qu'on, enfin, en fait, Pour un type d'objet donné, tu veux dire? ouais, parce que du coup, enfin, pour pouvoir développer des études de cas, il faut, Mhm. j'imagine, avoir une idée de ce qu'on peut trouver en termes d'informations. Ouais. Et est-ce que, ben, il y a des référencements, des listes de types d'informations qu'on peut trouver par objet? Euh, alors, ça, du coup, c'est en fait une réflexion sur les ontologies, sur les propriétés disponibles sur tel ou tel triple store. Euh, alors, si tu t'interroges là-dessus, en étant un peu néophyte, on va dire, donc moi, ce que j'étais il y a quelques années quand j'ai commencé à travailler là-dessus, bah, typiquement, on va faire comme je vous ai montré, c'est-à-dire, je me dis, j'aimerais bien faire une carte avec des localisations narratives de films. Je vais choisir un film dont je me rappelle qui se passait à un endroit particulier. Je vais aller voir la fiche associée, je vais aller voir un certain nombre de propriétés qui sont renseignées pour ce film. Pour autant, là où je pense que tu veux en venir, c'est, enfin, en fait, en fonction du film que j'ai choisi, ça va pas être forcément les mêmes infos qui vont être renseignées. Donc je vais pas avoir, l'info, exhaustive pour un film, potentiellement, je vais avoir cette propriété-là, cette propriété-là, cette propriété-là, et cetera, et cetera. J'imagine que c'était un peu là que tu voulais en venir, non? Oui, oui, c'est ça. C'est quand tu veux croiser des informations sur un corpus, Mmh. quand tu travailles sur un corpus Ouais. lié à un objet, c'est quelle information on est susceptible d'avoir de manière un peu Mmh. croisée au sujet de ce même objet, quoi. Ouais.
Et ben, donc il y a la manière où tu vas à tâtons depuis une recherche documentaire. Donc tu Ouais. cherches le type d'objet qui t'intéresse, tu vois potentiellement les trucs qui sont renseignés pour cet objet-là. Tu en regardes éventuellement plusieurs et donc tu vas voir que pour certains, tu peux avoir une info que tu n'as pas pour d'autres, etc. Après, si tu veux, on va dire faire une recherche un peu plus construite sur potentiellement pour tel type d'objet, je vais avoir telle ou telle propriété de renseigner. En fait, ce que tu dois faire, en fait, c'est consulter en fait le graphe, le modèle de données, pardon, le modèle de données associé au Triple Store. Et en fait, en fonction du Triple Store auquel tu t'intéresses, ça va être plus ou moins facile de regarder ce modèle de données. Pour Wikidata et DBpedia, par exemple, en fait, le graphe de connaissances exhaustif de ces bases de données, il est tellement énorme que c'est un peu compliqué. En fait, tu peux pas le visualiser. Tu peux pas le visualiser. Il est tellement, enfin, c'est tellement tentaculaire que tu peux pas le visualiser directement. Si tu t'intéresses par exemple à HAL, HAL, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup moins de propriétés et de types d'objets renseignés dans HAL. Donc, Ouais. par exemple, dans la documentation de HAL, tu vas être à même d'avoir une représentation en graphe de l'ensemble des propriétés et des types d'objets qui sont renseignés dans la base de données. Du coup, si tu veux quand même réussir à avoir des trucs sur le modèle de données Wikidata ou DBpedia, par exemple, et ben, va falloir y aller à tâtons un peu et je pense que à- la manière la plus constructive de le faire, en fait, ça va être de passer par des requêtes. Donc, Ouais. par exemple, tu vas faire une requête, tu vas récupérer l'ensemble des propriétés Ça coupait, associées à ces fils. ouais, ça coupait un peu. On vous a perdu. Tu m'entends? On l'a perdu. Euh, je sais pas si tu m'entends, Lise, on t'entend plus. Oui. Si, moi, enfin, je l'entends toujours. Ah bon, Ah, j'ai cru que pardon, j'avais appuyé excusez-moi. sur mon bouton. Ah, c'est juste moi, d'accord. Excusez-moi alors. Ouais. C'est pas grave. Bah, du coup, est-ce que je vous ai perdu sur le fond? C'est ce que je Non, raconte. merci. Je t'en prie. D'accord. Lise, on a la vignette spéciale sur l'exploration aussi, Oui, tout à que j'ai fait. mis dans le chat. Et oui, en fait, justement, Maëlle a fait une vignette donc, dans la documentation sur le package, justement sur la question de je m'intéresse à un Sparkle Endpoint, par où je prends le truc, quoi. Et donc, elle montre un certain nombre de requêtes, en fait, qui permettent de défricher un peu le contenu du Sparkle Endpoint. Notamment en abordant cette idée de, bah, par exemple, on va regarder toutes les propriétés associées à un type d'objet et voir à quel point telle ou telle propriété est renseignée. Donc voilà, je vous renvoie à cette vignette que Maëlle a eu la très bonne idée de faire pour répondre à cette question, Marie-Lise. D'accord. Alors, je vois plus de questions dans le chat. Merci encore une fois pour votre participation. Merci beaucoup, Lise, pour votre contribution. C'était super. Euh, Merci de m'avoir écoutée. super. En fait, le replay de ce meetup sera disponible plus tard sur notre chaîne YouTube RLDIS Paris. Et je vous dis à la prochaine. C'est un bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi. Merci. Merci, au Au revoir. revoir.